500 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts. 150 millions d'euros sur le neuf polyvalent et moderne Alexander Isak, 135 millions d'euros sur la star de Bundesliga Florian Wirtz, 90 millions sur l'étonnant Hugo Ekitike et 87 millions d'euros sur deux latéraux plus que prometteurs. Liverpool a fait péter son livret A, son PEA et son PEL pour se construire une équipe équipée à tous les postes. Une super team qui va devoir réussir là où d'autres ont échoué, répondre aux attentes. Au moment où je tourne cette vidéo, Arne Slot n'a pas encore trouvé la solution parfaite pour faire de cet empilement de talents individuels une équipe redoutable. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de revenir sur 3 exemples d'équipes galactiques qui n'ont pas réussi à répondre aux attentes placées en elles. Et on va essayer de comprendre pourquoi elles ont flop. Flop numéro 1, le carnage de la MNM. Le 5 août 2021, un tremblement de terre secoue Barcelone. Léo Messi quitte le Barça en raison d'obstacles financiers à sa prolongation. Quelques jours plus tard, après une conférence de presse d'adieu où il fond en larmes, l'Argentin signe au PSG pour 0 € d'indemnité. Léo Messi va retrouver son vieux pote Neymar et distribuer des caviars dans la profondeur à Kylian Mbappé. Il n'y a aucun monde dans tout le multiverse où ça ne marche pas. Ou alors, il n'y en a qu'un, c'est dommage, on est dedans. À l'été 2021, Paris signe aussi Jorginho Wijnaldum, cadre de Liverpool que le Barça voulait, Sergio Ramos, libéré par le Real Madrid, le latéral droit Achraf Hakimi en provenance de l'Inter, Nuno Mendes, un jeune prospect du Sporting de l'autre côté, et Gianluigi Donnarumma, meilleur joueur de l'Euro 2020, gardien très prometteur lui aussi. À l'époque, ça va de même le PSG en mode ils vont acheter Lewis Hamilton pour conduire le bus. Sauf que le cocktail sera imbuvable de la première à la dernière gorgée. Léo Messi galère à marquer ses premiers buts, Kylian Mbappé fait ses stats, mais aucune complicité ne se crée devant. Mentalement, Messi a l'air encore touché par son départ de Barcelone. Les points sont pris en Ligue 1, mais pour Paris, le juge de paix, c'est la Ligue des Champions. Et en 8e de finale de Champions, c'est le Real Madrid qui se dresse en face. Mbappé marque un but de fou en toute fin de match au Parc des Princes, il en met 3 au match retour, malheureusement 2 sont hors jeu, dommage. Défensivement et mentalement, le PSG s'effondre alors qu'il semblait avoir pris le dessus. Paris encaisse 3 buts en moins de 20 minutes. Sur 3 erreurs défensives, dont 2 inoubliables de Donnarumma et Marquinhos. Bilan de la saison, Mbappé a marqué 47% des buts de l'équipe. Paris a gagné son 10e titre de champion, mais a été humilié encore une fois en Champions. Et Paris n'a pas gagné la Coupe de France, ni le Trophée des Champions. Que le PSG galère en Europe, ok, mais sur la scène nationale, ça, c'est nouveau. Mais pour sa 2e année, la MNM part mieux. Les 3 se cherchent, se trouvent. Le PSG est impressionnant en début de saison. Neymar et Messi montrent des visages bien différents de la saison précédente, sauf que malheureusement, la Coupe du Monde 2022 passe par là. Et une fois que les 2 Sud-Américains rentrent à Paris, ceux qui pensaient que la bonne forme de Messi et Neymar était juste due à la préparation pour la compète au Qatar semblent avoir raison. Neymar revient frustré, s'embrouille à presque tous les matchs. Messi s'embrouille avec Christophe Galtier à l'entraînement. Messi va en Arabie Saoudite sans demander et on le force à s'excuser dans un costard Celio Club. Alors autant en termes de foot, Messi, il n'y a rien à dire, autant en termes de sap, parfois c'est un petit peu aléatoire. La relation entre Mbappé, Messi et Neymar est plus froide que jamais. Et en Ligue des Champions, ça se ressent. Le PSG n'a même pas existé contre le Bayern Munich. Même si Mbappé a essayé de piquer l'orgueil de ses collègues de devant en leur demandant de bien manger, de bien dormir, de faire la sieste, de ne pas aller au McDo à 6 h du matin à porte-maillot, c'est trop tard. Paris est trop faible, sans idée, sans caractère pour voir les quarts de finale. Juste après, en Coupe de France, Paris se fait même battre par l'Olympique de Marseille au Vélodrome pour la première fois en 11 ans et fait donc une croix sur le doublé. En guise de consolation, le PSG termine champion en n'ayant pas lâché une fois la tête du classement. Messi repart avec le titre de meilleur passeur et Mbappé le titre de meilleur buteur. Meilleur buteur dans le sac. Un PSG sans patron, dépassé par les égos, trop occupé à prolonger Mbappé à tout prix, a finalement vu ce trio, cette super team sur le papier, devenir pitoyable. Messi, qui n'avait pas envie de venir et qui a mis du temps à s'acclimater, a vu le Parc des Princes en avoir marre de la politique. Bling bling au point de le siffler. Le Neymar de 2017 ou 2020 n'était plus vraiment là et autour de ça un collectif qui n'a jamais réussi à s'installer. Flop numéro 2 des Galactiques sans couronne. L'ère des Galactiques commence officiellement avec l'arrivée de Florentino Pérez et de Figo dans ses valises comme promesse électorale, donc en 2000, mais on va se concentrer ici sur la période où les Galactiques sont au complet de 2003 à 2005. Dès 2000 donc,
le président du Real Madrid, Florentino Pérez, achète une mégastar par an. Luis Figo en 2000, Zinedine Zidane en 2001, Ronaldo en 2002 et David Beckham en 2003. Si sur le plan économique, cette politique sera un franc succès, car le Real Madrid est passé d'une quasi-ruine financière au club le plus riche de la planète, tout simplement, car lorsqu'il arrive au club en 2000, le président Florentino Pérez éponge déjà une dette de 380 millions d'euros et à l'issue de la saison 2004-2005, la fin des Galactiques donc, le Real passe devant Manchester United au classement des plus gros chiffres d'affaires engrangés sur une saison avec 275,7 millions d'euros de gagner. Sauf que, sur le plan sportif, la politique de starification va donner des résultats jusqu'en 2002-2003, mais pas avec les Galactiques au complet. La Super Team perd sûrement la solution à ces problèmes dès le mois d'août 2003. L'excellent milieu défensif Claude Makélélé quitte Madrid pour Chelsea. Et Zinedine Zidane aurait eu cette formule visionnaire au moment où David Beckham arrive. Pourquoi mettre une nouvelle couche dorée sur la Bentley alors qu'on a perdu le moteur? Pourtant, la saison part pas si mal, que ce soit en Champions ou en Liga. Mais ce Real est trop déséquilibré, trop porté vers l'offensive. Il passe l'hiver, mais pas le printemps. Madrid élimine le Bayern Munich en 8e, mais tombe face à l'AS Monaco de Didier Deschamps en quart. Et cette élimination surprise va avoir des effets dévastateurs en Liga. La Casablanca perd ses 5 derniers matchs de championnat. Valence termine champion, le Real 4e. Le Real perd même la finale de la Coupe du Roi contre Saragosse. Carlos Queiroz quitte logiquement le club à la fin de la saison et la direction sportive comprend qu'il manque de l'équilibre à l'équipe. Alors la piste, Patrick Vieira, est activée, mais la gestion du cas Makélélé le fait hésiter. Le manque de reconnaissance à l'égard de Claude Makélélé, ça me faisait peur. J'avais peur que ça se retourne contre moi à un moment donné. Mais j'aurais dû y aller. Il faudra attendre janvier 2005 pour que le Real recrute enfin un numéro 6, Thomas Gravesen, j'insiste sur le grave, un accident industriel. En attendant Gravesen, la saison 2004-2005 démarre très mal. À la 7e journée, le Real pointe à la 10e place. Pendant ce temps-là, le Barça de Eto'o et Ronaldinho s'installe sur le trône et ne le lâchera plus. Sur le banc, 3 coachs se succèdent entre juin et le 30 décembre. Camacho reste 1 mois et demi, Raymond 3 mois et Luxembourgo prend l'équipe fin décembre. Une instabilité chez les coachs qui ne va pas aider les Galacticos. Mais Luxembourgo trouve des solutions dès sa prise de fonction à la 15e journée. Entre la 15e et la 38e et dernière journée, Madrid ne perd que 4 fois et termine 2e. Mais au bout, pas de trophée. Les Galactiques au complet n'auront gagné qu'une Super Coupe d'Espagne. La faute à une équipe déséquilibrée, une mauvaise gestion sportive, mais aussi, selon Florentino Pérez, à une compilation d'ego difficile à gérer. Il dira ça au moment de sa démission. Nous avons fait une équipe de grands joueurs dont je suis le seul responsable. Je les ai mal élevés et ils se sont trompés. J'ai agi comme un père qui donne ce qu'il y a de mieux à ses enfants. Je suis le seul coupable. Flop numéro 3, une génération dorée sans trophée. Quand on parle de super équipe, la génération dorée anglaise est tout en haut de la liste. Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, David Beckham au milieu, Wayne Rooney, le ballon d'or Michael Owen devant, John Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole derrière. Au début des années 2000, toute l'Angleterre est persuadée que ces talents générationnels rapporteront le premier trophée aux Three Lions depuis 30 ans. Ces mecs, exceptionnels chacun de leur côté dans leur club, vont forcément ramener, allez, une deuxième Coupe du Monde ou à minima un premier Euro. Il n'en sera rien. À l'Euro 2004, le milieu Lampard-Gerrard ne fonctionne pas. Rooney est souvent trop bas, trop loin de là où il est si dangereux, la surface. Le 4-4-2 anglais est aussi un peu trop rigide, un peu trop daté et l'équipe est trop déséquilibrée face aux top teams que sont la France ou le Portugal. Portugal qui sort l'Angleterre dès les quarts de finale au tir au but. David Beckham, l'un des leaders techniques de l'équipe, manque la première tentative anglaise. Le sélectionneur Sven-Göran Eriksson ne trouve pas la formule. Il se contente un peu trop de faire jouer les gros noms ensemble au détriment de la tactique. Et surtout, l'équipe manque de cohésion, d'un esprit de groupe si cher à notre bon vieux Dédé. Les mecs de United traînent entre eux, ceux de Liverpool, pareil, ceux de Chelsea, idem. Personne au sein du staff ou des joueurs n'impulse un vrai esprit collectif. La pression des médias est aussi énorme à ce moment-là. En 2006, c'est pas beaucoup mieux. Sven-Göran Eriksson est toujours là, les mêmes problèmes aussi. Comme en 2004, l'équipe d'Angleterre a assez de qualité pour passer les poules et un 8e contre l'Équateur. Par contre, quand vient un cas d'or, le Portugal, c'est la porte. Rooney perd même son sang-froid quand il voit son coéquipier d'United, Cristiano Ronaldo, réclamer un rouge après sa semelle sur Ricardo Carvalho. Après Beckham en 2004, un autre taulier déçoit
dans un top match. Steve McLaren en furtif, puis Fabio Capello prennent ensuite les commandes. Capello veut prendre le contre-pied de ses prédécesseurs et être plus strict, en pensant qu'une fois les égos canalisés de la génération dorée, les choses iront mieux. Sauf que les choses empirent. L'Angleterre ne se qualifie même pas pour l'Euro 2008. Si en 2010, une partie de la génération dorée est encore là, l'attente, elle, n'est plus là. Alors oui, le Portugal avait en face des joueurs exceptionnels comme Figo, Ronaldo, la France avait Henry ou Zidane. Un tournoi international est plus court, plus rare, pas le droit à l'erreur. Mais cette génération avait le matériel pour atteindre au moins une demi-finale. Ces trois exemples prouvent une chose, le foot est imprévisible. Le foot n'est pas une science exacte. Une super équipe n'est jamais assurée de gagner d'avance. Une cohérence sportive par-ci, un Claude Makélélé par-là, une cohésion d'équipe. Alors oui, très souvent les équipes les mieux lotis réussissent évidemment, mais pas toujours. Et heureusement, car sinon que le football serait triste et sans histoire à raconter. Justement, j'espère que cette première histoire, ce premier long format sur ma chaîne YouTube t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Ça m'aidera à faire grossir cette chaîne sur laquelle j'aimerais proposer du contenu foot, du contenu F1, du contenu sport. Bref, partager avec toi mon amour des histoires de sport. Et je te dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot!